Regardez, je ne vous rappelle personne. Aya Nakamura, accompagnée de la garde républicaine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de ce qui se passe au bout du Pont des Arts, le protecteur des arts, des lettres et des sciences. J'ai nommé l'Institut de France, exceptionnellement ouvert pour les journées européennes du patrimoine. Venez, on le visite aujourd'hui. Nous voici sans doute dans l'une des pièces les plus symboliques, les plus majestueuses de l'Institut de France, la coupole. Et je vais... Attention Ariane, vous savez bien qu'ici ce sont des fauteuils réservés aux académiciens. C'est là où se sont assis Victor Hugo, Alexandre Dumas, Simone Veil, Jean d'Ormesson. Pour le public, c'est plutôt là-bas Ariane qu'il faut aller. Je suis un peu vexée là, mais enfin bon. Mais où sommes-nous exactement, Arthur, ici? Vous êtes dans le lieu le plus solennel de l'Institut de France, la coupole. C'est le lieu des discours d'installation des académiciens nouvellement élus. Il y a une partie réservée aux académiciens, une partie réservée au public, puisqu'il faut bien comprendre que ce sont des lieux ouverts. Ouverts et très lumineux aussi. Tout autour de moi, je vois plein de fenêtres. C'est un puits de lumière. C'est volontaire, j'imagine. À l'origine, ce lieu est une chapelle. C'est un lieu consacré. C'est donc la lumière de la religion. Mais c'est aussi la lumière du savoir, puisque c'était, sous Louis XIV, un collège, c'est-à-dire un lieu de formation. Et donc c'est la lumière du savoir, de la science, des arts, des lettres, idéaux prolongés au XVIIIe siècle par les Lumières. Initialement, nous n'étions pas à l'Institut de France, nous étions dans ce qui s'appelle le Collège des Quatre Nations. De quoi s'agissait-il alors ? Il s'agissait pour Mazarin, qui a été le fondateur de ces lieux, de réunir des gentilshommes, des jeunes, qui sont venus ici se former, c'était un collège effectivement, des quatre nations nouvellement rattachées au Royaume de France, c'est-à-dire l'Alsace, l'Artois, le Roussillon et Pignerol. On reconnaît évidemment le costume de l'académicien, repérable à sa couleur verte, et puis ce sont quoi, des olives qui apparaissent? Qu'est-ce que ça symbolise? Ce sont des rameaux d'olivier qui symbolisent la sagesse, puisque quand on est académicien, c'est ça qu'on incarne aussi. L'épée, à l'origine, signifie l'appartenance à la maison du roi, puisqu'en fait, toutes les académies sont sous la protection du roi, et aujourd'hui sous la protection du chef de l'État. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Institut de France. Comment vous expliquez ça, et combien y en a-t-il exactement? D'abord, c'est récent, c'est-à-dire que la première femme qui a été élue à l'Institut de France, enfin, dans une académie, c'était en 1971. Donc c'est assez récent, ça progresse. Aujourd'hui, vous avez un membre de l'Institut sur 10. Mais que fait-on exactement à l'Institut de France? C'est le lieu où travaillent les académiciens, donc ils partagent leurs recherches dans des colloques, dans des séances académiques. Combien d'académiciens, en fait, il y a ici? Alors il y en a 500 au sens strict, mais si vous ajoutez les correspondants étrangers, les associés étrangers, c'est près de 800 personnes. Nous voici à présent dans la grande salle des séances. C'est un lieu un peu plus studieux, non? Oui, c'est vraiment le lieu de travail, d'études, où on partage les résultats des recherches. L'Institut de France comprend 5 académies différentes, et ici il n'y en a que 4 sur les 5, n'est-ce pas? Oui, cette salle est dédiée à l'Académie des sciences morales et politiques, à l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Quels sont les grands événements marquants qui se sont déroulés ici? Il faut penser que c'est d'abord un lieu d'élection. Les décisions qu'on prend ici, c'est d'élire des nouveaux membres. C'est pour ça que je suis à côté d'une urne, puisque ces élections ont lieu sous l'autorité du secrétaire perpétuel qui dirige l'Académie. À bulletin secret, il faut penser à des figures comme Jacqueline de Romilly, qui est une grande spécialiste de la Grèce antique, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il faut penser aussi à Corneille, qui est juste à côté. Toutes ces figures ont été désignées dans ces moments-là et enrichissent la science. Vous pensez évidemment au déchiffrement des hiéroglyphes de Champollion, par exemple. Eh bien, c'est à l'Institut de France que ça a eu lieu. Quels sont les académiciens les plus jeunes et quels sont les plus anciens? On est membre de l'Institut à vie. Et vous avez donc Yvon Gattaz, qui est le doyen. Et vous avez des académiciens beaucoup plus jeunes, vous le disiez. Je pense notamment à Cédric Villani, qui est ancien député, mathématicien, lauréat du médaille Fields, qui a été élu quand il avait une trentaine d'années. Mais sur quels critères on se dit, allez, un tel ou un tel va pouvoir rentrer à l'Académie française ou dans l'une des académies? Sur le critère de l'excellence de ses travaux et sur le rayonnement de ses travaux. En France, eh bien, vous devez être candidat et vous êtes élu par les membres de la compagnie. N'importe qui. Je pourrais, moi, spontanément, aller me dire, je me présente à vous et j'aurai une chance d'être élu. Vous pouvez écrire au secrétaire perpétuel, par exemple, de l'Académie française, vous pouvez essayer. Alors, vous me connaissez un petit peu maintenant, vous glissez un petit mot? Écoutez, non, je veux pas parce que là, ça va être compliqué, je suis désolé. Restons un petit peu sérieux. Après la grande salle, voici la petite salle des séances. C'est ici que se réunissent les membres de l'Académie française. Mais pourquoi est-elle la seule des académies à avoir ce privilège de pouvoir siéger dans une seule et même pièce?
Plus qu'un privilège, je dirais que c'est simplement cohérent. C'est-à-dire que c'est l'académie la plus ancienne. Elle a été fondée par Richelieu, le cardinal qui est derrière moi, en 1635. C'est la seule académie qui se réunit à huis clos. Et c'est aussi dans la petite salle parce que c'est l'académie qui compte le moins de membres. Lorsque le nouvel élu arrive, le secrétaire perpétuel fait lever tous ses confrères et lui dit « Nous nous levons pour votre élection et nous ne nous lèverons plus qu'au moment où vous nous quitterez, c'est-à-dire au moment du décès. » Et c'est l'écho qui est fait à l'immortalité. L'une des autres particularités est que lorsqu'on est élu pendant 1 an, on n'a pas le droit de prendre la parole en séance puisqu'on considère que pour prendre le temps de pondérer son jugement, de comprendre quelles sont les règles de la compagnie, il faut quand même 1 année. C'est ici, non, que le dictionnaire est revu, corrigé et peut-être même a été inventé? Tous les jeudis à 15 h, ça fait partie effectivement des points à l'ordre du jour de travailler sur le dictionnaire. La 9e édition qui va sortir dans à peine 2 mois est travaillée depuis 1980. Et il y a plus de 30 000 mots qui vont venir enrichir le dictionnaire. Vous avez des mots comme rush, puisque vous aurez les rushs de cette interview. En tout cas, il faut bien comprendre que le dictionnaire, ça ne s'arrête jamais. Et que à peine a-t-on fini la 9e édition, qu'on travaille sur la 10e. Et là, on peut en savoir un peu plus sur cette 10e. Est-ce qu'il y a des mots sur lesquels on travaille déjà et qui vont peut-être être intégrés? Ça va prendre du temps parce qu'il faut laisser à une langue le temps d'évoluer. C'est pas sûr que certains mots qu'on emploie aujourd'hui au quotidien survivront dans 10 ans, 15 ans. Si je prends le terme divulgacher, qui est le bon terme en français au lieu de dire... Vous parlez pas français, vous divulgachez, ça n'existe pas. Si, c'est ce qu'il faut dire au lieu de spoiler. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on voit si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça se dira encore. Nous voici dans l'une des bibliothèques de l'Institut de France. Et ici, vous conservez précieusement certains manuscrits, comme cet ouvrage de Léonard de Vinci. Alors c'est un facsimilé, bien sûr, je peux le manipuler, mais c'est fascinant. On a 12 carnets de croquis manuscrits de Léonard de Vinci. Il a pu travailler sur toutes les disciplines auxquelles il s'intéressait. Là, vous voyez des ouvrages d'art, donc ingénierie, architecture. Et vous avez ici un plus petit format, probablement l'avait-il peut-être dans sa poche, mais qui renferme les mêmes trésors de son esprit. Et juste à côté, ce très grand livre, c'est amusant, on dirait une Bible, il est gigantesque ce livre. Oui, c'est le facsimilé de la Bible de Gutenberg, puisqu'on concerne la 7e dans les collections de l'Institut de France. Chut, on va devoir chuchoter parce qu'ici, nous sommes dans la bibliothèque Mazarin, la 2e bibliothèque de l'Institut de France, qui est ouverte au grand public et de nombreux chercheurs et étudiants viennent travailler ici. Oui, c'est la bibliothèque à l'origine personnelle de Mazarin et il a voulu l'ouvrir au grand public. C'est donc la plus ancienne bibliothèque publique de France. Et chaque année, vous avez 35 000 visiteurs et lecteurs qui entrent dans ces murs. Regardez ici, il y a même des passages secrets. Suivez-moi. Alors, nous sommes ici, dans un endroit exceptionnel. Il s'agit de l'atelier de restauration de la bibliothèque et c'est unique ça d'avoir une bibliothèque qui a son propre atelier de restauration. Ici, c'est un manuscrit médiéval qui est en train d'être consolidé. Alors la visite de l'Institut de France, c'est aussi très sportif pour atteindre le Lanternon. Là, c'est une visite exceptionnelle que je vous propose. Hop, ça se mérite un Lanternon. Ah, c'est plus facile à la fin. Faut pas avoir le vertige là. Oh mon Dieu, je continue. Oh là là, je m'accroche, c'est très impressionnant, j'ai le vertige. Mais on a une vue à 360 degrés sur le tout Paris, la Tour Eiffel, la Défense, le Louvre, oh, c'est magnifique. Oh là là, waouh. Je m'accroche. Si vous voulez comme moi avoir la chance de pouvoir profiter de cette vue imprenable sur Paris depuis le Lanternon de l'Institut de France, eh bien sachez qu'en ce moment, pendant les Journées européennes du patrimoine, il y a un concours photo et ceux et celles qui auront fait les plus beaux clichés pourront, comme moi, profiter de ce Lanternon. Et sachez également que tous les lundis après-midi, à partir de 17 h, l'Institut de France est ouvert au grand public pour profiter de différentes conférences, comme en ce moment une consacrée à Alexandre le Grand et une autre au XVIIe siècle. Je vous laisse, je profite de la vue.